Notre histoire, c'est sur votre web radio avec Édouard Nyansounou. Il était un homme de conviction et de franchise, mais décédé aussitôt. Bonjour à tous et bienvenue à ce numéro de Notre histoire consacré à la mémoire du camarade révolutionnaire Adio Boko Ignace. Il est décédé le 17 octobre 1982 à La Havane, à Cuba, suite à des ennuis sanitaires alors qu'il passait 2 ans à la tête de l'Assemblée nationale révolutionnaire. Mais avant d'être le premier président de cette institution, Adio Boko Ignace était le préfet du département du Borgou, nommé par le décret numéro 74-62 du 8 mars 1974 portant nomination des préfets de province et signé par le gouvernement révolutionnaire avec à sa tête le lieutenant-colonel d'alors Mathieu Kérékou, chef de l'État, chef du gouvernement. Mesdames et messieurs, même si sa sépulture sombre à ce jour à la place Egba Kokou à Dassazoumen, ses archives, eux, lui rendent un témoignage vivant. Cette émission se propose de vous livrer un document de celui que les Béninois appellent affectueusement le bâtisseur de l'avenir. Il s'agit du compte-rendu de Adio Boko Ignace portant sur les aveux de l'ex-président Soro Minga Akwiti, capturé par le gouvernement révolutionnaire et placé en détention dans le département où Adio Boko Ignace était préfet, le Borgou, précisément dans la ville de Parakou. À la fin de ce compte-rendu, Adio Boko Ignace formulera des demandes à l'endroit du chef de l'État, Mathieu Kérékou. À nouveau, bonjour à tous et bienvenue à ce numéro spécial de Notre histoire consacré à la mémoire du camarade révolutionnaire Adio Boko Ignace. Document paraphé par le chef de l'État Mathieu Kérékou avec pour commentaire sur la première page, vu 11-12-1978, DC-PCC. Aucune objection du comité spécial du CC pourra rencontrer les intéressés et individuellement dans un premier temps. Contenu du document. Note à l'attention du camarade président de la République. Objet, compte rendu d'échange de vues. J'ai l'honneur de vous rendre compte que dès le soir de mon dernier retour à Parakou, le mercredi 22 novembre 1978, j'ai rendu une visite d'inspection, de courtoisie aussi aux détenus politiques Soro Minga Akwiti. Ce soir-là, il a fait la réflexion suivante à la fin de la visite qui a duré une dizaine de minutes. Maintenant que vous êtes de retour, j'espère que je vais sortir bientôt. J'ai répondu que ce n'était pas une décision qui relève de mon ressort, mais qui est de la compétence des instances supérieures de notre parti et notre État révolutionnaire. À la suite de cette réponse, il n'a fait aucune réflexion ce soir-là. Cependant, tous les soirs où je suis libre, je fais un tour là-bas et nous discutons sur la terrasse, au vu et au su des éléments de sécurité, en tout cas jamais à l'intérieur. Ainsi donc, les échanges de vues importants que nous avons eus ont porté sur 1. Mon appréciation sur son expérience politique chez nous. 2. Le développement de la révolution béninoise depuis 1972. Sur le premier point relatif à mon appréciation politique chez nous, pour résumer les choses, j'ai essayé de lui démontrer qu'à mon avis, c'est lui personnellement qui porte le plus de responsabilités dans la politique de démission nationale pratiquée par leurs 4 tendances, Akwiti, Maga, Aromadegbe et Zinsou, depuis la colonisation. L'intéressé a suivi le développement de ma pensée avec sérieux et à la fin, après 2 à 3 minutes de réflexion, il a reconnu que j'avais raison, mais qu'il fallait compter avec les circonstances qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. À la fin de ce premier contact politique, il est revenu sur sa réflexion du 22 novembre 1978 relative à sa libération et m'a dit qu'il leur est revenu avec insistance que c'est moi, Capo Chichi, et un troisième dont il avait oublié le nom, qui nous opposons à leur libération. Je lui ai alors répondu qu'il s'agissait là d'une pure campagne d'intoxication en leur direction, car la question de leur libération est une question qui relève d'une décision de l'ensemble des instances supérieures de notre pays et que si nos noms à nous sont mis en avant, c'est tout simplement la campagne
de la droite et de l'extrême droite chez nous, qui nous considèrent comme les prototypes des gauchistes des directions supérieures actuelles du pays. Nous nous sommes séparés ce soir-là sur cette base. Quant au deuxième point relatif au développement de la révolution béninoise, cela nous a pris plusieurs aspects et a nécessité donc 2 à 3 visites. Premier aspect, j'ai cherché d'abord à savoir s'il suit les efforts accomplis depuis 1972. Il m'a répondu qu'au début, il suivait en écoutant la radio quand il était à Avrancourt, mais que depuis l'incident avec Maga, dont les siens lui auraient camouflé un tract dans le poste, aucun d'eux n'avait plus jamais eu droit à l'information tant écrite que parlée. Deuxième aspect, j'ai fourni à l'intéressé un panorama du développement du processus révolutionnaire. Il a posé beaucoup de questions sur l'ensemble des actes posés et les a particulièrement salués. À la proclamation de la République populaire du Bénin, en m'avouant qu'il avait toujours rêvé de dénommer notre pays le Bénin, qui pour lui englobe le Nigeria et le Togo, et que c'était en prévision de cela qu'il avait créé la première entreprise de travaux, l'entreprise du Bénin, pour couvrir la zone. B. L'adoption du principe de compter d'abord sur nos propres forces, principe que notre pays pratique depuis la colonisation. À ce sujet, il m'a fourni certaines informations dont les 2 plus importantes sont que du temps colonial. B1. La colonie du Dahomey avait, par ses économies, alloué d'énormes sommes pour contribuer à la réalisation de certaines infrastructures sociales dans l'Est-Soudan français, au Sénégal et même en Guinée et un peu en Côte d'Ivoire. B2. La colonie du Dahomey a financé seule, sur ses propres fonds, tout le réseau ferroviaire jusqu'à Parakou, sans aucune aide du gouverneur général de l'Est AOF à Dakar. Curieux d'en savoir plus, il a promis de mettre à ma disposition tous les budgets du Dahomey depuis 1904. Troisième aspect, après ces premiers échanges de vues sur le développement de la révolution, M. Akwiti a demandé des documents sur la révolution. Je lui ai alors remis à lire, après fouille par la garde, le document de formation patriotique des CRL publié en 1974. CRL entendez Conseil révolutionnaire local. La discussion sur le document a eu lieu le lendemain soir. 2 conclusions essentielles ont été tirées par l'intéressé. Sur l'analyse politique contenue dans le terme quelques données sur l'histoire de la lutte révolutionnaire du peuple béninois, M. Akwiti m'a dit ouvertement, sans embâche, que les analyses sont justes, principalement celles qui démontrent que de 1946 aux années 50, la lutte des intellectuels n'a été consacrée qu'à la lutte pour l'assimilation. Pour étayer son approbation, M. Akwiti m'a cité beaucoup de faits portant sur le comportement et l'opinion de la plupart des dirigeants du mouvement anticolonialiste de cette époque, eux-mêmes, plus les Ofoe Senghor, Sékou et tous ceux qui aujourd'hui sont morts. Après avoir donné ces éléments, l'intéressé est revenu sur les cas dahoméens longuement pour reconnaître en définitive, comme mentionnait notre document, il a reconnu expressément que ce qui leur a manqué réellement, c'était une ligne politique anticolonialiste et anti-impérialiste et qu'en conséquence, leur querelle ne reposait que sur des oppositions personnelles. Enfin, pendant qu'il parlait, il s'est arrêté un moment pour dire ceci, je cite, « Au fond, le plus responsable, c'est moi, comme je l'avais dit. » Sur la partie qui dit que les comités de presse ont donné naissance à l'UPD, entendez Union progressiste dahoméenne,
Il a répliqué que les comités de presse du guide du Dahomey étaient dissous depuis et que l'UPD n'a trouvé la vie que grâce à l'action déterminante des Azongo. Mais je lui ai montré comment pourtant l'action des Azongo s'inscrivait en ligne directe dans l'esprit d'unité dans la lutte des intellectuels dahoméens forgée précisément par les comités de presse. Il a accepté cet effet certain, bien que lointain des comités de presse, sur l'action des Azongo. Mais dans le fond, notre analyse gagnerait sur ce point à s'enrichir de ces éléments historiques. Quatrième aspect. Le détenu a abordé enfin la question de la nationalité dans la loi fondamentale. Il ne percevait pas bien le lien entre la nationalité béninoise, moyen d'identification d'un Béninois, et de ses biens vis-à-vis de l'étranger, et la multinationalité, l'expression de l'égalité des peuples dans la diversité socio-culturelle d'un pays. Après toutes mes explications, l'intéressé s'est déclaré désormais bien éclairé sur la question. Après tous ces échanges de vues, j'ai invité mon interlocuteur à envisager sérieusement son autocritique publique. Il m'a répondu que pour lui, c'était là une chose facile, surtout qu'il n'envisage plus faire la politique, mais il a fait remarquer que si grâce à moi, il a perçu bien les aspects positifs de la lutte révolutionnaire engagée depuis le 26 octobre 1972, ils sont restés tous les trois jusque-là sans aucune possibilité réelle et pratique de se rééduquer et nous recommandait de construire une maison de rééducation. Je lui ai répondu que cela était exact et que d'ailleurs la révolution ne se développe pas quand bien il y a encore beaucoup d'insuffisances dans notre travail, mais qu'avec le temps, nous les comblerons. Enfin, le jour de mon départ pour Cotonou, le samedi 2 décembre 1978, je suis passé le voir pour le lui annoncer. Il m'a alors chargé de vous dire qu'il souhaiterait que trois soient reçus pour voir dans quelle mesure ils pourraient apporter leur contribution. À cette demande, je l'ai invité à formuler par écrit sa requête. Il a promis d'étudier la question. Conclusion et proposition. Les contacts politiques que j'ai eus avec M. Akwiti l'ont sans doute touché, en tout cas pour les éléments d'analyse historique qu'il m'a apportés. Je pense que l'intéressé est une mine de renseignements importants pour une analyse historique. Je pense même que chacun des trois doit servir dans ce domaine après une bonne démystification. Enfin, le régime de vie intellectuelle imposé aux intéressés me paraît trop accepté, car ce sont des détenus politiques. C'est pourquoi je fais à votre haute attention les propositions suivantes. 1. Puis-je continuer à discuter avec l'intéressé, marqué lu par le camarade président. 2. Il doit être possible à ce type de détenus d'être informé pour cela. 2A. Un abonnement à Eouzou peut leur être fourni par chaque province d'accueil jusqu'à leur déplacement de là. Réponse du président, oui. 2B. Un poste radio peut être mis à leur disposition et réglé exclusivement sur la voie de la révolution béninoise. C'est une mesure techniquement possible. Réponse du président, oui. 3. Le passage dans une province doit être l'occasion pour les autorités provinciales de mettre sur pied un programme de rééducation obligatoire avec possibilité de leur faire voir de leurs yeux les progrès de la révolution. Sous escorte locale. Réponse du président, oui. À la lumière des possibilités d'information historique que sont ces détenus, la commission d'idéologie et d'éducation révolutionnaire peut mettre sur pied une équipe de collecte d'informations historiques pour les documents politiques tirant leurs sources dans la lutte passée de notre peuple et de ses intellectuels. Réponse du président, oui. Telles sont mes préoccupations que je soumets à votre haute attention. Je vous prierai de les apprécier avec esprit critique habituel, car peut-être qu'ai-je négligé les aspects de sécurité.
La patrie ou la mort, la révolution ou la mort. Prêt pour la révolution, la lutte continue. Cotonou le 9 décembre 1978, signé Bokor Ignace Adio. Cette émission, c'était en collaboration avec Virgile Larouancet et Samuel Rundio. Devant ce micro, Edouard Yansounou, je vous remercie. On se retrouve très prochainement.